peut me décrire le spindle checkpoint? C'est moi qui bosse, là, ça va pas. Hein. Alors? Bon, comme on ne va pas y rester tout le temps, d'accord? Et surtout que j'ai envie de vous interroger après sur des cas cliniques, le spindle checkpoint, il s'assure que tous les chromosomes se mettent en plaque métaphasique. C'est le mécanisme qui empêche des chromosomes déjà bien positionnés de se séparer. Et en fait, voilà, permet de maintenir la cohésion des centromères. Et lorsqu'il est inactif, l'anaphase commence. Vous avez ces diapos-là, hein, donc pas peine de les recopier, vous avez toutes ces diapos, c'est les mêmes diapos. J'en ai pas fait d'autres, j'ai fait une sélection de diapos. Et ça, c'est pour vous dire que vous avez en fait des cohésines centromériques qui restent en place et qui ne peuvent pas subir l'action des tyrosine kinases et de la séparase qui normalement ont fait leur action au niveau des cohésines des chromatides. Elles sont protégées par une protéine qu'on appelle la sécurine et également il y a une phosphatase qui justement va empêcher l'action des tyrosine kinases. La tyrosine, elle veut phosphoryler, mais il y a une phosphatase qui empêche. Et donc, ça reste là. Et je vous ai dit que vous avez une protéase qui s'appelle APC, enfin, elle n'est pas une protéase, c'est elle permet de, elle ubiquitinise ici la sécurine et l'amène à ce moment-là au protéasome. Mais pour qu'elle puisse agir, elle est obligée d'avoir ces cofacteurs CDC20 et CDH1. Et CDC20 et CDH1 sont titrés ici, au niveau des kinétochores. Et chaque fois que vous avez le fuseau mitotique qui vient se placer ici, ça libère un peu de CDC20 et CDH1. Et lorsque tous sont fixés, à ce moment-là, CDC20 et CDH1 vont aller capter la sécurine, l'amener à l'APC. Il y aura de l'ubiquitine qui va être, on va dire, fixée à la sécurine. Et à ce moment-là, la sécurine va être amenée au protéasome. Identique pour la cycline B. Donc, la cycline B est digérée. Elle ne peut plus phosphoryler les condensines. Donc, les chromosomes vont commencer à se décondenser. Elle ne peut plus phosphoryler les lamines de la membrane nucléaire. Donc, les vésicules vont commencer à se reformer pour donner petit à petit donc une membrane nucléaire. Et ensuite, la sécurine ne pourra plus protéger. Et à ce moment-là, les chromosomes vont se détacher. D'accord? C'est ça le spindle checkpoint. Pour une surveillance. La méiose, je vous ai dit ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut une recombinaison obligatoire. Pourquoi une recombinaison obligatoire? Là, je vous pose la question. C'est plus les chromatides sœurs, c'est les chromosomes homologues et donc, s'il n'y a pas la recombinaison, il peut pas y avoir, enfin, la méiose ne peut pas se dérouler correctement. Et c'est donc la méiose est donc, de ce fait, une barrière interespèce. Parce qu'il faut absolument, pour avoir une recombinaison, avoir un appariement entre les homologues. Si les chromosomes sont de formes différentes et que les séquences sont trop divergentes, enfin pas divergentes, en tout cas l'organisation architecturale du chromosome est trop séparée, eh bien trop divergente, trop différente, à ce moment-là il ne peut pas y avoir d'appariement correct et efficace et de recombinaison, et donc il ne peut pas y avoir de méiose. Voilà, alors évidemment en dehors du fait que la méiose est ce qui permet la formation des gamètes, mais aussi la diversité du fait de la recombinaison, etc. C'est une barrière interespèce. Il faut une recombinaison obligatoire. Et donc ça, je souhaite vraiment que vous connaissiez ça. Donc voilà, c'est ce qui est illustré ici, sur cette diapo, que vous avez de toute façon dans votre cours.
Alors, l'empreinte parentale. Quelles sont les expériences qui permettent de dire qu'il existe une empreinte parentale et qu'est-ce que c'est que l'empreinte parentale? Question, réponse. Ouais. Ouais. Très bien. Un peu pas terrible cet embryon, mais enfin, on va obtenir quand même plus d'embryons. Donc, on en déduit que l'apport des deux génomes est différent. Et pourquoi ça? Quel est le mécanisme qui fait que, alors que ce sont les mêmes séquences, nous sommes de la même espèce, c'est donc des méthylations différentielles, d'accord, qui vont donner pour certaines régions ce qu'on appelle une haploïdie fonctionnelle. Ce sont les bons termes. Haploïdie fonctionnelle, mot-clé. L'empreinte parentale, comment elle évolue à la méiose? Hmm? Vas-y, tu dis? Mais si, vas-y. Si elle est conservée, ça veut dire que eh bien, un individu mâle va transmettre une empreinte parentale mâle et une empreinte parentale femelle. Donc elle n'est pas conservée. L'empreinte au niveau de la méiose prend l'empreinte du sexe dans lequel se déroule la méiose, de façon que les gamètes aient la méiose de ce sexe. Est-ce que c'est clair ça? Oui ou non? Parce que sinon, il n'y a plus d'empreinte parentale, par définition. Ou bien une empreinte parentale qui vient d'Ève et une empreinte parentale qui vient d'Adam. Enfin, excusez-moi, enfin, c'est bon. Bref. Donc, tout est mis à zéro au niveau de la méiose. En tout cas, pas à zéro, tout est remis au niveau de l'empreinte du parent dans lequel se déroule la méiose. Vous m'avez dit, il y a la méthylation, mais rappelez-vous, il y a aussi le code des histones, qui sont des modifications post-traductionnelles au niveau des queues N-terminales des histones. Mais de façon générale, il y a toutes les modifications épigénétiques, conformation de la chromatide, méthylation de l'ADN, on l'a vu au niveau des îlots CPG, mais il y a aussi les petits RNA. Et par exemple, vous voyez, comment vous comprenez que on a un tout petit chromosome Y, nous, les hommes, et les femmes ont deux grands chromosomes X. Donc ça voudrait dire que les femmes ont plus de protéines que nous. Il y en a un qui est inactivé. Comment il est inactivé? Par, en fait, des petits RNA. Il y a de l'ARN qui va coter, en fait, le chromosome X inactivé, qui va également, et il y aura également des méthylations, pas de tous les gènes, quand même, parce que vous aurez remarqué qu'une femme est un peu différente d'un homme, et vice-versa. Donc il y a quand même des différences subtiles, mais quand même notables entre nous, qui existent. Donc tout n'est pas totalement inactivé. Oui? Alors la méthylation de l'ADN correspond de l'ADN. Donc c'est la méthylation des cytosines. D'accord? Et on dit des îlots CPG. Vous savez pourquoi on dit îlots CPG? CPG, le petit P c'est quoi? C'est phosphore. C'est tout. Ça veut dire CPG. Donc, vous avez donc dans les régions promotrices des gènes des stretches de CG. Et donc, en fait, on dit CPG parce qu'ils se suivent CG, 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 et aussi de l'autre côté. Donc CPG, 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 parce que la liaison est une liaison phosphore avec des oxyriboses. Et donc, en fait, ce sont ces cytosines qui vont être méthylées. Et là, il y a fermeture, enfin, il n'y a pas d'expression, en fait, du gène. À cela s'associe en général des méthylations
dans certaines lysines des histones H3 qui, par exemple, la méthylation de la lysine 9 de l'histone H3 correspond à une fermeture. Alors que la méthylation de la lysine 4 de l'histone H3, comme de la lysine 36 de l'histone H3, correspond à une ouverture. D'accord? Je ne vous demande pas d'apprendre ça, hein, de telle histone, etc. Ce n'est pas ça le problème. Mais ce qui est intéressant que vous compreniez, c'est que, et c'est la notion fondamentale, la séquence simple de l'ADN ne dit pas comment le gène va être transcrit. Il y a différents phénomènes, comme les phénomènes, donc les phénomènes épigénétiques en particulier, qui vont jouer un rôle fondamental. Non seulement qui vont entraîner, c'est eux qui sont à la base de ce qu'on appelle l'empreinte parentale, mais deuxièmement, c'est ce qui fait que tel type cellulaire va, par exemple, exprimer telle protéine, parce que là, les domaines de l'ADN vont être ouverts, où se trouvent les gènes pour ces protéines vont être ouverts, alors que dans d'autres cas, ça va être fermé. C'est pour ça qu'un même génome, il y a plusieurs types cellulaires. Bon, on avance parce que... Alors, les techniques cytogénétiques, franchement, on va y aller vite parce que là, le karyotype, avantage et limite. Limite du karyotype. La résolution est puis c'est en noir et blanc. La fiche, avantage et limite. On ne peut voir que ce qu'on cherche. Et la résolution est importante. D'accord? Parce que les sondes, on peut avoir des petites sondes. Bon, voilà, c'est ce que vous en a dit. Donc, on continue. Je reprends la CGH-ARI parce que vraiment, c'est important. La CGH, vous vous rappelez, on n'utilise plus les chromosomes des patients. Comparaison de quantité d'ADN. Quantité X d'ADN marquée chez un patient marqué en vert, par exemple, pas en vert, avec le fluorochrome dont la longueur d'émission sera dans le vert, et en rouge pour la même quantité d'un témoin. Tout ça s'est mélangé et on envoie. Et ensuite, une caméra va digitaliser les signaux fluorescents des deux types et va quantifier le long des chromosomes bande par bande. Donc ça, c'est la CGH arrêt sur chromosome, sur métaphase. Vous vous rappelez, il s'agit d'une métaphase masculine avec le patient qui est une fille et le témoin qui est un homme. Il n'y a pas de l'Y. Les séquences de l'Y sont toutes marquées avec du rouge, pas avec du vert, et c'est pourquoi elles vont beaucoup s'hybrider. Il n'y a pas du tout de vert qui va venir donner une petite coloration orange. Là, il y a 2 fois plus de vert, donc on a principalement du vert. Tout le reste du génome, c'est un mélange de rouge et de vert. D'accord? Bien. Bon. OK. Bien. La résolution, c'est la résolution, en fait, fondamentalement, des chromosomes. Mais j'active. La CGH arrêt, donc on a la possibilité de fixer sur des lames, de synthétiser sur des lames des brins d'oligonucléotides de 70 mères. On dit mères parce que ce n'est pas double brin. Et pour former donc des puces à ADN. Pourquoi puces? C'est un peu ça, c'est un peu l'équivalent en termes des puces électroniques, en termes sémantiques, c'est-à-dire que si on met beaucoup d'informations sur un petit espace, on peut mettre 2 millions de brins, de petits brins, et donc on peut représenter tout ou une partie donc, du génome avec des résolutions dépendant de l'espacement que l'on aura choisi pour pouvoir l'espacement des oligonucléotides le long de l'axe d'un chromosome, l'espacement qu'on aura choisi. Et donc, on fait des CGH arrêts sur ce type de dispositif, sur les puces. Et donc, vous vous rappelez, vous avez donc ici des spots composés de centaines ou de milliers d'oligonucléotides. Et évidemment, les séquences complémentaires, marquées soit en rouge, soit en vert, viendront s'hybrider avec une probabilité égale s'il y a le même nombre de séquences, ou bien en moins ou en plus si le nombre de séquences varie. Ça, je pense que vous avez compris.